Cet homme n'a pas le même sang que nous. Dans ses veines coule la parenté impériale. Vaste réseau, vaste problème aussi. Car pour Charles Bonaparte, cette ascendance a vite été oppressante et il a décidé de s'en affranchir en rompant quelques codes. Explication avec ou sans filtre. Et bienvenue dans votre vie, Charles Bonaparte. Merci. Et j'ai envie de dire, dans votre lignée même. Et oui, que... c'est ce que je vois en effet, oui. Là, Ce sont vos aïeux. Oui, surtout celui-là, parce que lui, c'est le frère, en fait, de Jérôme, en définitive, puisque moi, je descends de Jérôme. Donc, lui, c'est mon aïeul direct. Mais évidemment, c'est par lui que la famille est connue, d'une certaine manière. Et c'est par lui que nous sommes ensemble aujourd'hui, d'une certaine façon. Exactement. Lui, il a eu un enfant, Napoléon II, l'Aiglon, Oui. mort prématurément, donc il n'y a pas de lignée. Voilà, c'est ça. Hein? Il n'y a pas de lignée officielle, disons, entre guillemets, donc né de Napoléon. Et donc, Jérôme, lui, a épousé Catherine de Wurtemberg. Et donc, il a régné sur un État qui était un État qui était organisé par Napoléon pour séparer la France de la Prusse naissante. Il a été roi De Westphalie. roi de Westphalie. Le roi de Westphalie. Voilà. Et on va passer donc à la photo d'après, et on va sur la descendance donc Oui. de Jérôme. Et qui on a là? Alors ici, donc, c'est mon père, en fait, et sa sœur. On est dans les années... Mon père est né en 1917, donc il doit avoir 3 ou 4 ans, on doit être dans les années 20. Donc il est avec Marie-Clotilde, donc sa sœur. Voilà. Et donc ce sont donc les enfants, les petits-enfants, en fait, de Jérôme, les arrière-petits-enfants, pardon, de Jérôme. Et c'est aussi le petit-fils du roi des Belges. Et c'est à cause ou grâce à ça que vous êtes grand dans la famille. Alors, c'est les Belges qui amènent la taille... Oui, c'était une question qu'on me pose souvent. Pourquoi êtes-vous si long, comme on dit en Afrique? Alors j'ai dit, bah oui, c'est du sang belge, quoi. C'est parce que du côté des... Parce que donc la mère de ces enfants, donc ma grand-mère, pardon, était donc fille du roi des Belges, voilà, du roi Léopold de Belgique. Et donc, alors j'ai pas mis encore de photos adultes de votre papa, mais on va passer à vous, là. Ah, Et bah cette oui, photo voilà. est éminemment symbolique. C'est votre baptême. Et oui, tout à fait, oui. Et alors, vous avez la robe, l'habit en tout cas, que portait le fils de Napoléon à son baptême. Vous avez l'habit du roi de Rome, là, pour Voilà. le baptême. Vous êtes un petit peu programmé pour être le futur Napoléon VII aussi, parce qu'à l'époque, on appelle votre papa le prétendant, vous-même, Oui, futur oui, Napoléon oui. VII. Oui, tout à fait. Oui, c'est en effet, cette robe a effectivement cette robe de baptême a un caractère tout à fait symbolique. Ça veut dire, voilà, on baptise celui qui a vocation à devenir le futur empereur en cas d'instauration de l'Empire. Parce qu'à l'époque, il faut le dire, vous êtes naissé en 1950, et il y a la loi de l'exil qui vient d'être abrogée. Alors, la loi d'exil donc a été prise à la fin du siècle dernier, donc en 1886, par la République, qui souhaitait écarter les prétendants, disons, dynastiques, c'est-à-dire les prétendants à l'instauration de régimes non républicains. Et donc, mon grand-père est parti en exil en Belgique. Ce qui explique d'ailleurs cette alliance avec le roi des la Belges. fille du roi des Belges. Et donc, mon père donc, a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, a souhaité, il était à l'époque entre la Belgique et la Suisse, et donc il a souhaité servir dans les armées françaises, ce qui n'a pas été possible. Et donc il s'est engagé dans la Légion étrangère, puis dans la résistance. Et donc le général de Gaulle, donc après 1945, a souhaité abroger la loi d'exil, considérant que mon père avait largement fait son devoir au service de la France. Donc les Bonaparte, que dis-je, les Napoléons peuvent rentrer en France, parce que Napoléon est devenu un nom de famille à l'époque. Tout à fait. Alors, Napoléon désigne effectivement dans cette famille Bonaparte la branche destinée, disons, à devenir empereur, quoi, dynastique, disons, dynaste, appelons ça comme ça. Allez, passons à votre sœur, vous l'avez évoqué. Parce que vous êtes jumeaux, effectivement. Et alors cette photo symbolique est très très importante. C'est la personne qui vous tient dans les bras qui est importante. Et oui, on avait une mère qui était très très difficile, très 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 dure avec nous, avec laquelle on n'avait pas vraiment de relation très très proche, de grande proximité, seulement qu'on puisse dire. Et donc cette femme qui avait été donc mise à nos côtés, sœur Marie Meili, donc est suisse.
s'est occupée de nous et a été en quelque sorte notre mère de substitution. Parce qu'effectivement, juste après votre naissance, vos parents partent en voyage, on vous laisse avec cette nourrice Néné, vous l'appelez ça, Néné, tout à fait, oui. Et plus tard, vous écrirez « Je t'aime comme une route sans fin ». Sans fin, exactement, oui. Véritable amour. Voilà, important. véritable amour, c'est elle qui, au fond, a mis dans mon cœur ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire l'amour des autres. Votre sœur, vous l'avez évoquée, très très importante, parce que... Mais pourquoi? Parce que... Eh bien oui, Catherine. Ma sœur Catherine, parce que c'est ma sœur jumelle, et donc nous avons été ensemble, et nous sommes toujours ensemble d'ailleurs, puisque j'habite à une dizaine de kilomètres de chez elle. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis installé dans les Cévennes, enfin en tout cas une partie de mon temps. C'est pour elle. C'est pour elle, parce que je suis à 10 kilomètres de chez elle, et en 2h30 de marche, je peux être avec elle à ses côtés. C'est elle et vous contre le monde entier dès la naissance, pratiquement, non? On peut le dire un petit peu comme ça ou pas? Vous allez même à l'école de filles avec elle, pour être séparés quand vous êtes jeune. Oui, c'était une vraie histoire commune, des vrais parcours parallèles, disons. Voilà. Et puis, comme beaucoup de femmes, elle était en avance sur moi. Elle a toujours un cran d'avance sur moi. Elle est toujours plus avancée dans la construction d'elle-même. Voilà. Et elle m'a été très très utile. C'est une espèce de repère, quoi, devant moi. Et voyons là cette famille, justement. Oui. Elle est là. Votre papa, votre maman, effectivement, toute la famille. Voilà. Et une photo magnifique. Sauf que c'est pas si idyllique que ça, parce que, en fait, vous allez être très préservé. Et à l'école, vous allez avoir du mal à vous mélanger avec les autres élèves. Mais si vous voulez, il faut se représenter ce qu'était à l'époque cette famille, disons, dans la société française des années 50. Donc c'était une famille connue, je veux dire, reconnue, fortunée. Et donc ces enfants étaient très loin, on peut dire, même des classes moyennes, on peut dire, voilà. Et donc on a eu une enfance effectivement très très préservée, qui a commencé effectivement par être source pour moi de questionnement au fond. Pourquoi est-ce que je suis différent? En quoi est-ce que je suis différent des autres? Avant que ça ne devienne source vraiment de questions plus profondes sur la nature de ma propre réalité, confrontée à cet héritage. Eh bien, on va le voir justement, comment vous allez vous poser ces questions et comment vous allez évoluer. On ne va pas le voir ici, on va le voir dans une autre pièce. Venez, très bien, je vous suis. Allez, avec plaisir. Allez-y, Charles. Vous avez place, Charles. Merci. Alors, on vous retrouve ici, avec la famille qui s'est quelque peu agrandie, bien sûr. Il y a le petit Jérôme. Il y a le petit Jérôme qui est né entre-temps. On a 7 ans de différence. Alors, on va parler de vous. J'avais le cheveu en brosse à l'époque. Vous allez aller à l'école, en Suisse notamment, et vous n'allez pas être un bon élève, en fait, à l'école, Charles? Non, c'est vrai. Je serais assez moyen, en définitive. En tout cas, très en dessous des attentes de mes parents. Qui pensait qu'un descendant de Napoléon se devait d'être premier de la classe, quoi. Bon, c'était pas vraiment mon cas. J'étais un peu dilettante. Dilettante à tel point que vous ratez le bac en 1968 même. Alors oui, mais ça c'est plutôt un titre de gloire, car je fais partie des quelques bacheliers de 68 qui n'ont même pas eu leur bac, c'est un exploit. Tellement ils étaient occupés par les événements de mai 68. Et oui, parce que jusqu'en 1968, vous êtes plutôt comme votre papa. Vous aimez John Fitzgerald Kennedy, les Américains. Et puis, avec les événements de 68, vous découvrez un combat des Vietnamiens contre les Américains, qui est un petit peu aussi, on peut le dire, le combat de vous contre votre famille, non? Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Oui, on peut dire ça comme ça. Je ne retrouvais pas, finalement, dans la famille, ce que je voyais à l'extérieur. Donc, il y a une source là de difficulté pour moi. Voilà. Et au fond, c'est vraiment, mai 68, pour moi, c'est l'émergence des forces nouvelles, des forces de progrès, de la jeunesse des pays du tiers-monde, dans un champ qui jusqu'alors était un champ de famille très aristocratique, napoléonienne, quoi. Ben Napoléon, justement, en 1969, on fête quoi? On fête le centenaire de sa naissance à Ajaccio, et ça donne ça. Dans l'après-midi, visite à la maison natale de Bonaparte et au musée. La maison natale de Bonaparte, c'est
presque heure pour heure, l'anniversaire du moment où Laetitia Bonaparte quittait précipitamment la cathédrale d'Ajaccio pour gagner cette chambre et donner sur ce lit naissance à un fils au prénom étrange, disons même inconnu, comme si le destin avait voulu déjà le distinguer. On voit votre père, il y a tout le monde là, hein. Et oui, sauf vous. Il y a le président Pompidou, sauf moi, oui, voilà. Et bien moi, pendant ce temps-là, Vous êtes là, vous Exactement. Vous avez votre bac en 69. Oui. Et vous voguez, alors vous êtes sur le Suffren plutôt, hein, vous n'êtes pas sur un petit bateau comme ça. Non, mais en fait, j'avais cet âge-là. Et oui, je naviguais vers les États-Unis. Voilà, je m'étais engagé sur le bateau. J'avais envie un petit peu de quitter cet univers, de faire mes propres expériences, de connaître, de commencer ma propre vie d'une certaine manière. Et donc, je n'ai pas voulu venir à Ajaccio pour ce bicentenaire. Je trouvais ça vraiment un peu formel. Et donc, je préférais de très loin être sur la mer et naviguer vers des horizons nouveaux. 1969, ça fait aussi un déclic chez vous, parce que quand vous rentrez des États-Unis, de votre premier voyage, vous vous mettez à étudier même bien. Vous allez à Dauphine. Oui. Qu'est-ce qui vous prend? Vous faites des études de sciences politiques? Oui. En réalité, je pensais partir m'installer au Canada à ce moment-là. Je voulais quitter, au fond, toute cette... tout ce que ça représentait, au fond, de formalisme. Et je voulais m'installer au Canada, refaire ma vie, faire ma vie. En réalité, pas la refaire, mais faire ma vie au Canada. Et puis, les circonstances ne l'ont pas permis. Et donc, je me suis inscrit en faculté à Paris pour avoir des diplômes et pour avoir une vie professionnelle normale. Et puis, vous allez partir, justement, de France aussi, parce qu'on va vous retrouver là. Ah oui, très bien. Oui, ça, c'est amusant, ça. Oui, c'est à la caisse de stabilisation, ça, c'était à Abidjan. Et oui, je suis à droite, là-bas. J'étais jeune ingénieur économiste, donc on était chargé de gérer la dette publique de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc on était rattaché au cabinet du ministre des Finances. Et donc, voilà. Vous allez travailler aussi pour les Nations Unies, oui. Mais vous allez travailler, et ce mot a de l'importance, parce que vous êtes le premier Bonaparte qui travaille, Charles. Oui, pas qui travaille, mais disons qui gagne de l'argent, oui. qui a un salaire, si vous voulez, oui, fin de mois, voilà, et qui a des préoccupations de fin de mois comme tous les salariés, j'allais dire, de la terre, voilà. Et ça, en effet, c'est quelque chose de nouveau, parce que ma famille, jusqu'à présent, vivait, on peut dire, de ses rentes, des héritages passés, et moi, je travaille, parce que je considère que c'est normal, c'est le prix de ma liberté, et ça me permet d'être totalement libre. Et puis d'ailleurs, j'ai mis cette photo-là, parce qu'on va revenir un petit peu en Corse. Le monsieur qui est en face de vous, c'est Bastien Lecce. Oui. Bastien Lecce, c'est l'homme de la décentralisation, hein, l'homme de Gaston Defferre. Oui. La Corse, vous y étiez venu à 20 ans pour faire un petit peu d'archéologie. Je crois que vos parents vous avaient envoyé là en Corse. Oui, allez, parce que jusqu'à présent, elle était un petit peu loin quand même, la Corse. Oui, Est-ce qu'on en parlait souvent ou pas? On y venait enfant, si vous voulez, mais plus en vacances, je dirais. Donc la Corse était assez éloignée, oui, de moi jusqu'à l'époque, donc où j'ai rencontré Gaston Defferre et Bastien Lecce. Donc Gaston que je connaissais parce que j'étais au Parti socialiste et donc. Au Parti socialiste unifié, hein. Vous êtes plutôt rocardien, vous, à l'époque. Oui, hein. À l'époque, oui. Girondin. Oui, très girondin. J'ai toujours été très, très girondin. C'est quoi girondin? Alors, girondin, ça veut dire, ça veut dire le pouvoir aux habitants, ça veut dire le pouvoir décentralisé, ça veut dire la confiance dans les gens, ça veut dire la confiance dans la société civile. Et donc, à l'époque, c'était un peu la deuxième gauche, disons, de Michel Rocard et donc du PSU. Comment on le prend dans la famille, ça, justement, vous, à gauche C'est pas pris avec beaucoup d'enthousiasme. Hein. Ouais. Bon, mais à vrai dire, j'avais les moyens de mon indépendance, hein, je travaillais et donc personne n'avait rien à dire. J'avais quitté au fond ma famille après 68-69 pour faire ma vie et donc je faisais ma carrière et je menais ma vie comme je l'entendais. Mais il est vrai que j'entendais aussi parfois des retours qui n'étaient pas particulièrement sympathiques. Mais girondin et corse, c'est deux mots-clés, c'est deux préoccupations quand même peut-être, parce qu'on va les retrouver avec ce livre-là. Oui. On fait un petit bond dans le temps, on est en 1999, mais vous commettez cet ouvrage, Bonaparte et Paoli. Et c'est intéressant parce qu'il y a d'un côté le Jacobin, hein, Bonaparte,
on peut dire que Paoli, c'est les Girondins. Et donc, réconcilier un petit peu et Napoléon avec son histoire et Napoléon avec Paoli, c'est un petit peu réconcilier la société corse tout entière d'aujourd'hui, quand vous commettez ce livre. Oui, et d'ailleurs c'est si vrai que aujourd'hui, si vous voulez, dans le courant nationaliste, reconnaît l'importance de Napoléon dans l'histoire de France, bien entendu, mais surtout dans l'histoire de la Corse, à partir du moment où les napoléoniens, les tenants de l'histoire napoléonienne reconnaissent l'importance de Paoli dans l'histoire de Bonaparte. Et donc c'est en effet un ouvrage destiné à réconcilier les Corses, disons à mieux faire comprendre les enjeux, les questions telles qu'elles se posaient à l'époque et les réalités telles qu'elles ont été, les réalités historiques. Et cet ouvrage a un succès d'estime. Il marche bien, à tel point qu'en 1999, il se passe quelque chose à la municipalité d'Ajaccio, concomitamment à la sortie de ce livre. Qu'est-ce qui se passe en 1999 ? Alors, 1999, José Rossi commet une grave erreur politique. C'est qu'il démissionne et donc il provoque donc une élection municipale partielle, comme on dit. Et donc, je m'y suis présenté avec ma propre liste. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous prend d'un coup de venir vous présenter ? Eh bien, c'était donc après la mort de mon père, et je considérais que je pouvais apporter quelque chose ici. Et en particulier, je pensais que le mouvement bonapartiste, au fond, n'avait pas de raison de continuer à diriger Ajaccio. Et je ne voyais pas très bien le lien qui pouvait exister entre le mouvement bonapartiste et les intérêts des Ajacciens. Et donc, je me suis présenté contre les bonapartistes avec ma propre liste. Et en 2001 ? Et voilà. Et donc, vous faites chuter la maison bonapartiste. Voilà, la maison Bonaparte qui fait chuter la maison bonapartiste. Voilà, exactement. Pour une nouvelle aventure, pour changer Ajaccio, pour changer des mœurs politiques aussi très très clientélaires, et pour créer l'intercommunalité, enfin pour avancer. Mais très vite, vous êtes confronté à la réalité du terrain. Oui. Et très vite, je crois savoir qu'une semaine après votre élection, on vient taper à la porte, alors, et de Simon Renucci et de vous, en disant vous me devez des employés municipaux qui viennent vous demander des pensions en liquide. Oui. Oui, il y a des gens dans la ville qui vivaient de pensions en liquide versées par la municipalité. Je me suis toujours demandé d'où cet argent pouvait provenir. En tout cas, pour ce qui nous concerne, on n'en avait pas. Et donc, ils ont été extrêmement déçus. Et donc, voilà, c'est le début, effectivement, des difficultés, de la réalité. Nous avons mis également beaucoup de temps pour nous rendre compte de la réalité du personnel, du nombre de gens qui travaillaient effectivement. Vous mettez 2 ans pour savoir exactement combien il y a d'employés municipaux à Ajaccio. On découvre que des gens sont employés municipaux, font taxi à Marseille, enfin ce genre de choses 2 ans après. Voilà. Et donc on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et petit à petit, il faut bien reconnaître que la politique de la ville retombe dans ses ornières anciennes, faute d'une volonté claire de s'en sortir. C'est décevant ou pas ? C'est décevant sur le plan personnel parce que d'abord c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'années passées. Moi, ma famille vivait essentiellement sur Paris. Elle n'est pas tout le monde n'est pas venu ici en Corse. C'est décevant également sur le plan politique parce que le projet c'était de changer les choses et que les choses n'ont pas changé. Je ne suis pas un homme politique au sens classique du terme. Pour moi, je suis plus un homme je me définis davantage comme un homme de projet. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse dans la politique, c'est de faire avancer des projets. À partir du moment où je m'aperçois que je ne suis pas en position de le faire, j'avoue que je préfère mener ces projets de l'extérieur, du côté de la société civile, où il y a beaucoup de choses à faire et des choses politiques qui touchent la vie de la cité, mais avec un autre prisme. Eh bien, cet autre prisme, on ne va pas en parler dans cette pièce-là, on va en parler dans une autre pièce, si vous le voulez bien. Charles, vous me suivez ? Oui. Allez, venez avec moi. Dernière pièce, Charles. Derrière ces écrans, quelques photos encore, bien sûr, quelques surprises peut-être, mais vous ne serez pas surpris de voir que je commence avec cet assemblage-là, qui est, je veux dire, presque le nœud du problème. Votre père, avec qui vous avez des positions complètement divergentes depuis 1968. Oui.
Vous vous réconcilierez quand même, juste avant sa mort, hein, oui, en 1995. Oui, 97, oui. Mais la grande surprise, puisque vous évoquez ce moment de 97, où je me suis effectivement réconcilié quasiment sur son lit de mort avec mon père, c'est de réaliser qu'en fait, mon père n'avait pas pu se réaliser lui-même d'une certaine façon. Et qu'il m'a dit, je te comprends, continue ta route, continue ton chemin. Et j'ai compris qu'il y avait là le drame d'un homme qui, d'une certaine manière, à cause de l'environnement, à cause de ses conditionnements, à cause de sa naissance, n'avait pas réussi à être vraiment ce qu'il aurait souhaité être lui-même. Et quelque part, j'ai senti qu'il aurait eu envie d'avoir la vie que je menais. Mais entre-temps, il y a eu des dommages collatéraux, notamment, il vous destitue du titre de chef de la maison impériale, quand même. Quand il vous destitue de ce titre, c'est vous qui décidez de vous dire alors du coup j'abandonne le nom Napoléon. Comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui vous appelez Charles Bonaparte et non plus Charles Napoléon, comme quand vous avez été élu. Tout à fait. Alors, parce qu'il a fallu... Alors, la conséquence effectivement que j'en ai tirée, car je ne voulais surtout pas me lancer dans des débats sans fin relatifs au titre de prince ou de pas prince, c'est de changer tout simplement de patronyme. Et de reprendre le patronyme de Bonaparte, qui est le patronyme d'ailleurs de la famille, c'est le patronyme logique, et c'est celui qui représente les valeurs auxquelles je suis attaché, qui sont celles de la Révolution et de la République. Sauf que ce patronyme de Napoléon, aujourd'hui, c'est lui qui l'a. Alors, en effet, il y a donc au sein de ma famille, on peut dire, deux orientations politiques. Il y a la mienne, et puis il y en a une autre, effectivement, qui est, disons, plus légitimiste et qui a choisi de suivre mon fils. Jean-Christophe. Mon fils, Jean-Christophe. Et donc, c'est à lui de faire son chemin. Mais Charles, Napoléon n'a pas complètement disparu de votre horizon. La preuve? Oui, alors cette fédération européenne des cités napoléoniennes, je l'ai créée donc en 2004. À l'époque, j'étais donc élu à Ajaccio. Et mon idée, c'était de rassembler toutes les villes d'Europe donc concernées par l'histoire napoléonienne, de manière à en faire un élément de la construction européenne. Puisqu'au fond, Napoléon, c'est un élément culturel et politique de la construction de l'Europe. Et donc aujourd'hui, je rassemble 70 villes dans 13 pays européens différents et nous sommes un itinéraire culturel labellisé par le Conseil de l'Europe. Et l'image de Napoléon, tiens, ça nous emmène sur l'écran, sur l'image suivante. De quel Napoléon parle-t-on? On va parler d'abord de celui de 1969. Le chef de l'État se dirige à pied vers la place du Général de Gaulle, la principale place d'Ajaccio. C'est là que le président de la République va retracer l'épopée napoléonienne et conclure son discours par l'évocation de l'héritage laissé par l'empereur. Il a atteint aux cimes de la grandeur et en a comblé la France, au point que depuis, notre peuple ne s'est jamais résigné à la médiocrité et a toujours répondu à l'appel de l'honneur. L'histoire de nos dernières années l'a démontré avec éclat, grâce, une fois encore, à l'action d'un homme exceptionnel. Gardons-en la leçon. Gardons-en la leçon. On ne parle pas du même, là, hein? Voilà, tout à fait. Oui, alors justement, c'est très intéressant ce passage, parce que quand on compare cette vision, disons, de 69 au débat que nous venons de traverser sur la célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon, on voit que le personnage a considérablement changé. Et il a considérablement changé parce que le regard des citoyens de notre temps n'est plus le même que celui de 69. Là, aujourd'hui, si vous voulez, on a quelque chose de beaucoup plus ouvert, aussi de beaucoup plus critique, mais aussi de beaucoup plus intéressant, et qui concerne bien davantage les gens. Et donc, c'est ce Bonaparte-là dont j'ai repris le patronyme et dont nous parlons dans la Fédération. On va revenir un petit peu sur vous maintenant, parce que, ayant traversé toutes ces épreuves, vous avez quand même eu quelques petites séquelles, j'ai envie de dire. Et on va aller sur cet écran-là, venez avec moi. Vous en avez adopté une certaine philosophie de vie, je peux dire. Et alors j'ai eu du mal à la matérialiser, j'ai choisi de mettre cette photo zen. Oui. C'est le sens de la famille.
C'est la famille unie. Oui, tout à fait. On revoit la petite photo qu'on a vue tout à l'heure. Là, Voilà. c'est exactement les mêmes. C'est vos frères et sœurs, là, 50 ans plus tard. C'est les mêmes, oui. Vous avez l'esprit de famille? Oui, vraiment. oui. On vit tous ensemble, on se voit très souvent. Et donc, nous cultivons cet esprit familial. C'est quelque chose de très important. Et nous partageons les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, voilà. Oui. Eux aussi, ils sont un petit peu... ils étaient dans la liberté. Ouais. Oui, ma sœur jumelle donc, a été assistante sociale toute sa vie à Paris. J'ai mon autre sœur ici qui est artiste peintre, et mon frère donc qui était bibliothécaire dans une université en Suisse. Et tout à l'heure, on a évoqué un petit peu vos combats actuels. Eh bien, je les ai matérialisés par ces deux photos-là. Et je vais vous laisser dire pourquoi. Oui, ce sont deux personnages remarquables qui marquent les temps actuels, si on peut dire. Bon, le Dalai Lama et la pensée bouddhiste, qui parle justement du lien profond qui existe entre toutes les formes de vie et qui introduisent directement à la pensée écologique. C'est-à-dire que l'univers, c'est un tout global qui doit être régulé globalement. Donc c'est la question de l'écologie. C'est également la question de l'état de son esprit, de l'état de ses désirs, de la question des besoins. Est-ce que nous avons réellement besoin de tout ce qui nous entoure? Voilà. Question de la consommation, grande question de la consommation. Et puis, bon, François, donc le pape François, qui est un personnage que je trouve absolument extraordinaire, et il met l'accent sur le fait que ce sont les gens les plus pauvres ici-bas qui sont les premières victimes de nos consommations excessives et de nos modes de vie totalement débridés et de l'économie marchande. Et ensuite, qui, dans Fratelli Tutti, pose la question des migrations et des perspectives de l'humanité à venir. Voilà. On souligne quand même que vous n'êtes pas chrétien. Non, je suis pas chrétien, je suis ni bouddhiste. Je serais plus près du bouddhisme que de la chrétienté. Je suis agnostique. Et je suis agnostique en ce sens que je ne crois pas en l'existence d'un Dieu ou d'une entité supérieure qui déciderait du présent et du futur de l'humanité. Voilà. Bref, vous êtes un homme complètement libre, et on va le voir derrière. Vous l'écrivez ça, avec ce livre, La liberté Bonaparte. Cet ouvrage qui est sorti là, il y a quelques mois, où tout ce que vous avez raconté, et même beaucoup plus au cours de cette émission, vous l'écrivez là. On voit que la liberté s'est chevillée dans le sang des Bonaparte. Ça a un coût quand même, cette liberté, Charles. Bien oui, c'est comme toute liberté. D'abord, ça suppose de faire des choix. Et les choix, c'est nécessairement dire non à un certain nombre de choses. Et puis, c'est effectivement faire sa propre vie. C'est difficile, mais c'est en même temps le chemin qui vous permet d'être vous-même. Et cette question est posée à tous, en définitive. Bien sûr, à celui qui porte l'héritage de Napoléon Bonaparte, qui est un des personnages les plus connus du monde, mais aussi à chacun de nous, et quasiment dans les mêmes termes. Que faisons-nous de ceux dont nous avons hérité par la naissance et par notre famille? Très très beau livre. J'ai franchement de l'émotion. Très bel ouvrage, vraiment. Je vous remercie. Félicitations à vous. Allez, c'est la fin de l'émission. Ultime photo, celle-là c'est moi qui l'ai fait. Mettez-vous à côté de moi. Voilà. 1m95. 1m95. Merci infiniment, Charles. Merci à vous. Un de ces jours, peut-être du côté du nord. Maintenant, quand vous venez en Corse, vous allez plutôt dans le nord de l'île. Un de ces jours alors. Avec et merci plaisir. encore. Et merci. Au revoir. Au revoir.